Madame, monsieur, bonsoir. Entretien ce jeudi parlera largement de politique. Vous le savez, l'année 2025 est une année électorale, comme l'a annoncé et réaffirmé le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Élections régionales et surtout élections présidentielles devraient être au menu de cette année électorale. Et qui mieux que le MRC pour en parler certainement de son prisme, de son analyse et de ses commentaires au regard des enjeux de cette année électorale. Nous avons fait venir ce jeudi le secrétaire général adjoint chargé de la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, avec qui on va essayer de comprendre d'abord ce qui se passe au sein de ce parti politique, les enjeux pour eux de cette année électorale, la candidature probable, possible, certaine, qui c'est peut-être de Maurice Kamto, mais aussi revenir sur les grandes tendances des décisions gouvernementales pour cette année 2025. Pierre-Emmanuel Bignam est l'invité de ce jeudi. Bonsoir, monsieur le secrétaire général adjoint. Bonsoir, monsieur Dipita, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision STV et de l'émission L'Entretien. Je profite de l'occasion de cette tribune, permettez-moi, pour adresser mes salutations patriotiques à tous les militants et sympathisants du MRC qui continuent d'être incarcérés injustement après avoir été arrêtés arbitrairement dans les prisons du Cameroun. Je les manifeste une fois de plus notre solidarité par rapport à tout ce qu'ils traversent et leurs familles également. C'est un label dans votre mouvement de communication de tout le temps, rappeler vos camarades, rappeler à la mémoire vos camarades qui sont incarcérés. Oui, on le fait parce que ce sont nos camarades de lutte qui ont consenti des efforts qui ne relèvent pas du commun des mortels. Rappelez-vous que dans cette aventure, nous avons perdu certains de nos militants et sympathisants, comme Rodrigue Daguéo, qui est décédé à la prison principale de Nouvelle à la suite de son incarcération. Donc, ce n'est pas un jeu, nous le faisons la main sur le cœur et avec une profonde manifestation d'amour, de respect et de solidarité pour nos amis politiques. Vous avez des nouvelles de quelques-uns qui sont peut-être les plus connus, Bibou Nissak, le professeur Fogué, M. Zamboué et les autres? Oui, nous avons les nouvelles de Bibou Nissak et puis les autres, comme vous avez cité. Ils continuent à tenir le coup parce que je ne peux pas affirmer ici de façon péremptoire que ça se passe bien en prison. Il faut rappeler que Bibou Nissak a failli être assassiné en prison. Il a fait l'objet d'une agression. N'eût été la grâce de Dieu et sa bravoure personnelle en tant que quelqu'un qui maîtrise l'art de défense, il aurait perdu la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été agressé dans la prison. Physiquement? Physiquement. Il a été agressé physiquement. Donc, ce n'est pas un amusement que de voir nos amis politiques se retrouver dans les conditions d'incarcération actuelles. Tout le monde sait que dans notre pays, les prisons ne sont pas aménagées selon les standards internationaux. Et donc, lorsqu'une personne de votre famille se retrouve dans un univers carcéral, ça suscite beaucoup d'inquiétude de la part de la famille. D'accord. Combien à plus forte raison des prisonniers politiques tels que ceux du MRC. On ne le dit pas assez, sur un plan plutôt personnel, vous êtes une tête bien faite. Vous êtes un cadre d'une entreprise de téléphonie de la place. Cela dit, venons-en aux questions d'intérêt général, d'intérêt national. Vous avez suivi le discours du président de la République. Pour vous, comment entrevoyez-vous 2025, cette année nouvelle qui commence à l'horizon, au 31 décembre 2025? Vous dites que ce sera une année? Bon, monsieur Dipita, permettez-moi de faire une précision. D'accord. Il y a belle lurette que je ne suis plus les discours du président de la République, Paul Biya, chef de l'État. Pourquoi? Tout simplement parce que 42 discours ne nous ont rien apporté. On n'a pas besoin d'avoir la capacité de lire sur une boule de cristal pour constater que le Cameroun va de mal en pis. Et donc, j'ai perdu le goût de suivre ces discours.
Sauf que cette année, particulièrement, parce que c'est une année d'élection présidentielle, je n'ai pas suivi le discours, mais j'ai pris la peine de prendre quand même le script de son discours. Et sur la base de ce qui est écrit, ce discours écrit, je peux dire que les annonces faites par le président Paul Biya n'augurent pas un lendemain meilleur pour notre pays. Je vais m'expliquer pourquoi. La première chose, la première observation qu'il faut faire, c'est que il a parlé de la sécurité et il a insisté sur la sécurité. Et le constat fait, c'est que il a passé son temps à se vanter des mérites de la stabilité politique de notre pays et de la paix garantie par la sécurité de notre pays à travers les forces de maintien de l'ordre et les forces de défense et de sécurité, que je félicite d'ailleurs, effectivement, pour l'engagement citoyen et leur bravoure dans le dévouement qu'ils ont à protéger notre nation contre les assaillants et contre d'éventuelles crises sécuritaires internes. Mais, sauf que la réalité est autre. Quand on regarde ce qui s'est passé ces 12 derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays, dans la zone anglophone, les incursions et les attaques des séparatistes se sont multipliées. Il n'y a pas d'accalmie. Les menaces des populations à rester à la maison, l'observation, le respect des ghost towns, des villes mortes, a continué. N'empêche que sur l'extrême nord, même si les attaques persistent, il n'y a pas un seul centime du territoire national qui est occupé par les terroristes. Monsieur Dipita, quand on veut parler par exemple du territoire national, ça me fait sourire. Ça me fait sourire tout simplement parce que, souvenez-vous qu'il y a quelques années, le Cameroun a remporté une grande victoire, Bakassi. Qu'est-ce que nous avons fait de Bakassi à ce jour? À part le drapeau du Cameroun qui flotte à Bakassi. Le tissu social qui peuple Bakassi, l'économie de Bakassi est entièrement contrôlée par le Nigeria, nos voisins nigérians. Qu'est-ce que l'État du Cameroun fait pour développer Bakassi? Il ne suffit pas seulement de se réjouir que nous avons un territoire de 475 km². Des infrastructures sanitaires, des infrastructures... Tout le monde connaît la situation du nord, de la Damawa et de l'extrême nord. C'est-à-dire que la zone septentrionale, c'est l'une des zones les plus pauvres de notre pays. En termes de sous-scolarisation, les vidéos sont virales dans les réseaux sociaux où on retrouve les salles de classe à l'extrême nord, les établissements scolaires où les enfants s'asseyent à même le sol pour prendre des cours. Et les toitures sont couvertes de raffia. Il n'y a aucune politique de développement de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, bref, du septentrion. On peut peut-être regretter qu'il y ait des établissements qui souffrent encore, qui ont encore beaucoup de besoins, mais il y en a aussi qui ont connu des constructions, des aménagements, des... Non, je reviens... Je ne dis pas pour minimiser l'état de délabrement de certains établissements, mais on ne peut pas non plus dire que rien n'est fait. Non, je vais revenir, avant de répondre à ces préoccupations, je vais faire une petite discrétion pour revenir sur votre première préoccupation concernant la sécurité dans le nord et le sud-ouest. Non, c'était sur l'extrême nord avec Boko Haram. Sur l'extrême nord, non, je n'avais pas encore fini avec le cas du nord et du sud-ouest. D'accord, je vous laisse poursuivre. Je disais que dans le discours du président Paul Biya de cette année, il ne peut pas se gargariser du fait qu'il y a une stabilité politique et la paix. Et oubliant les réalités que nous vivons dans la zone anglophone, au travers de la crise anglophone. Et c'est une crise qui a causé une démobilisation de la population à un niveau le plus élevé de notre pays. Donc elle a causé une crise humanitaire. Or, à la base, cette crise était sociale. C'était une crise sociale qui a commencé par une situation identitaire, c'est-à-dire que les avocats revendiquaient l'application du common law et les enseignants anglophones également. Et c'est le gouvernement, parce qu'il faut toujours rappeler le préalable, ce qui s'est passé, pour qu'on sache comment se projeter dans le futur. C'est le gouvernement camerounais qui a exacerbé cette crise par la répression policière. C'est au travers de la répression policière que les séparatistes sont passés par une lutte armée.
Ils sont passés à une étape supérieure et ils ont lancé une lutte armée. Et c'est cette lutte armée aujourd'hui qui a mis cette partie de notre pays dans une profonde crise. Et vous ne pouvez pas me dire qu'un pays comme le Cameroun, qui a 10 régions, et dont 2 régions sont complètement coupées du reste du pays par une grave crise sécuritaire qui a engendré des crises humanitaires, qui a engendré des crises sociales et tout ça, peut affirmer que c'est un pays qui est en paix. Donc le Cameroun n'est pas en paix. Le Cameroun n'est pas en paix. Ça, c'est à propos de la sécurité que le président Paul Biya a annoncé dans son discours. Également, au plan économique, toujours dans son discours, il a parlé de la maîtrise de l'inflation. Monsieur Dipita, vous et moi, vous croyez qu'en l'état actuel de la situation du Cameroun, est-ce que l'inflation est maîtrisée dans notre pays? Comment vous pouvez me dire que le sac de riz de 25 kilos, le riz que nous appelons communément du vrac, est passé entre 2022 et 2024 de 9 500 francs à 17 500. Et ça dépend des localités où on se trouve. Parce que si on va dans les localités les plus éloignées des zones urbaines, on constate que ce prix va même jusqu'à dépasser 20 000 francs du fait du coût du transport qui est élevé. Donc avec tout cela, on ne peut pas dire que l'inflation est maîtrisée dans notre pays. La réalité nous montre autre chose. Et donc, je le dis ici avec confirmation, que le discours de façon grosso modo du président Paul Biya de la fin d'année 2024 est en adéquation totale avec la réalité que nous vivons dans notre pays. Parce que là, il décrit un Cameroun qui n'est pas celui dans lequel nous vivons tous. Donc, voilà ce que je peux dire à propos. Alors, cela dit, par ailleurs, hein, on reviendra dessus tout à l'heure, mais on va essayer de voir s'il y a un parallèle. Le président Maurice Kamto a également pris l'habitude de faire un discours le 31 décembre à 20h. C'est un choix délibéré. Qu'est-ce qui peut le justifier? Non, ce n'est pas un choix délibéré. Tout naturellement, tous les leaders politiques dans le monde entier, ce n'est pas un secret de polichinelle pour le Cameroun. Tous les leaders politiques dans le monde entier, les leaders de toutes les organisations, que ce soit les entreprises publiques, privées, les associations et les partis politiques, sont des associations. Tous ces leaders-là ont l'habitude de faire des discours en fin d'année, d'envoyer des messages, non seulement à leurs militants adhérents et leurs membres, mais pour ceux qui sont dans le champ politique, aux populations. Seul que dans le champ politique ou dans ce qu'on appelle les démocraties, notamment occidentales, le 31 décembre à cette heure-là, c'est un temps républicain généralement consacré au chef de l'État, président de la République. On voit difficilement les autres acteurs politiques s'exprimer à ce moment, ce jour-là précis, à leurs citoyens. Non, qu'est-ce que vous dites que c'est à ce moment-là précis qu'ils se sont exprimés? Bon, et même le chef de l'État, est-ce que c'est à ce moment-là? Il enregistre souvent ses discours avant. Et puis, il y a un détail que vous avez relevé dans votre déclaration, c'est que vous avez fait mention des grandes démocraties. Exact. Est-ce que le Cameroun est une grande démocratie? Je vous laisse apprécier. Non, le Cameroun est une dictature. Comment cela? Mais la dictature suppose que le Cameroun ne respecte pas un certain nombre de choses qui font la promotion de la démocratie. En l'occurrence, l'état de droit. Est-ce que l'état de droit est promu et respecté au Cameroun? Ce n'est pas respecté. Est-ce qu'il y a une justice sociale au Cameroun? Non. L'état de droit n'est pas respecté. L'état de droit n'est pas respecté. Vous ne pouvez pas dire que l'état de droit est respecté dans un pays où les journalistes, vos collègues, sont arrêtés arbitrairement, torturés, jetés en prison, pour les plus chanceux. Et pour les malheureux, assassinés. Le cas de Martinez Zogo. Les présumés où en sommes-nous aujourd'hui? Les présumés sont Bibin Bota, où en sommes-nous? Samuel Ouazizi, où en sommes-nous? Un pays où on arrête les prélats, on enlève les prélats, on les assassine, sans que les enquêtes n'aboutissent jamais à inculper les coupables, et que les coupables continuent à circuler librement dans la société. On ne peut pas dire qu'un pays respecte l'état de droit. S'il y a des points d'accord entre le discours de Paul Biya et le discours de Maurice Kamto, le 31 décembre, y a-t-il des points d'accord? Je ne peux pas dire qu'il y a des points d'accord. Il est bien vrai qu'il faut reconnaître que dans les deux discours, que ce soit le discours du professeur Maurice Kamto, président national du MSC, ou du chef de l'État, le président Paul Biya,
il y a un point de convergence, c'est-à-dire les deux ont insisté sur la sécurité. Ils ont insisté sur la sécurité, mais avec des approches différentes, avec des approches complètement différentes. La sécurité sur laquelle le président Paul Biya s'est appesanti est le fait d'accroître la militarisation dans les zones de conflit du nord et du sud-ouest, dans le cadre de la crise anglophone. Or, nous savons tous que la solution de la militarisation a lamentablement échoué dans ces régions-là. Et ce n'est pas la même approche de la sécurité que nous avons au niveau du MRC et que le président Maurice Kamto a annoncé. Donc ce sont des approches diamétralement opposées, même au plan économique. Vous voyez que pendant que, par exemple, le président Paul Biya se conforte dans des positions selon lesquelles l'inflation est maîtrisée, dans un contexte marqué par une augmentation gravissime des prix des produits de première nécessité, comme les denrées alimentaires, comme les produits pétroliers, le prix du super à la pompe, n'oubliez pas que d'une année à une autre est passé du simple au double. Aujourd'hui, nous avons un prix qui est à plus de 800 francs, dans 840 francs, alors que le dernier rapport de la Caisse de stabilisation des hydrocarbures de décembre 2024 fait état de ce que le prix du super arrivé au port de Douala est de 369 francs CFA. Voilà la raison pour laquelle le président Maurice Kamto a annoncé qu'à l'issue, s'il est élu président de la République, à l'issue de l'élection présidentielle de 2025, l'une des premières mesures qu'il va prendre consistera à baisser drastiquement le prix du carburant à la pompe à 480 francs CFA, parce que cela est possible. D'ailleurs, ce qu'il faut relever aussi, c'est que la moyenne de la CEMAC, c'est-à-dire que des pays voisins au Cameroun, qui font tous partie, qui sont tous membres de la Banque des États de l'Afrique centrale, ont un prix moyen qui tourne autour de 575 francs CFA. Quelle est la partie du discours du président Paul Biya, les éléments du discours qu'il a porté, qui vous inconforte le plus, que vous critiquez le plus? L'économie. D'accord. Au plan économique, lorsqu'il se félicite d'ailleurs des projets qu'il a lancés, des projets structurants tels que la construction des barrages, et en l'occurrence le barrage de Lompangar, lorsqu'il se félicite de la mise en production de Lompangar, cela m'inquiète personnellement et cela inquiète la plupart des Camerounais. Pourquoi je le dis? Comment pouvez-vous vous expliquer qu'un projet aussi colossal que Lompangar, qui a englouti, autant pour moi, des centaines de milliards de francs CFA du contribuable camerounais, a une production de 30 mégawatts, M. Dipeta Tongo. 30 mégawatts. Vous imaginez ça? C'est une montagne qui a accouché d'une souris. 30 mégawatts, M. Dipeta Tongo. Alors que, dans le même temps, c'est la moitié de ce budget, le budget de la construction de ce barrage de Lompangar, qui a construit le barrage de Deya et de Songloulou en 1981 pour une production cumulée de 648 mégawatts. Comment voulez-vous que l'on considère que les déclarations et les prouesses économiques... Mais plus de 40 ans après le cours de la vie, ça peut être les mêmes prix de construction. Oui, mais le cours de la vie n'est plus le même, on est d'accord. Mais n'oubliez pas que la mercuriale au Cameroun, c'est l'enfer. C'est-à-dire que c'est pratiquement le quadruple de la mercuriale dans les autres pays de l'Afrique qui ont le même niveau économique que le Cameroun. Et c'est ça qu'il faut relever, sans compter les manœuvres de détournement des deniers publics. Tout le monde est au courant dans notre pays des différents scandales que le pays traverse sur le plan économique, des scandales de Covid-Gate, de Can-Gate, de chantier Douala-Yaoundé, construction autour de Douala-Yaoundé-Gate et tout ça là. Donc, voilà ce qui fait que le discours du président Paul Biya est complètement en déphasage avec la réalité que vivent les Camerounais. Le président également, je l'ai dit à l'entrée, annoncé
pour le confirmer, la tenue de l'élection présidentielle, notamment cette année 2025, cette annonce vous rassure-t-elle? Je veux dire que vous y voyez une volonté d'ouverture politique, de transparence, qui c'est peut-être pour avoir un président élu selon les normes arrêtées et définies par la loi. Vous savez, M. Diputa, il y a longtemps que les Camerounais, ce n'est pas mon avis personnel, que les Camerounais ont perdu confiance au président Paul Biya. Parce que si ce monsieur qui est notre chef de l'État avait voulu effectivement qu'on retienne de lui, selon ses propres déclarations, je vais le paraphraser, comme celui qui aura amené la démocratie au Cameroun. Il y a longtemps qu'il ne se serait pas, qu'il n'aurait pas usé de tous les moyens possibles pour se maintenir au pouvoir. Après 42 ans de gouvernance, de malgouvernance, on ne peut pas dire que sur un seul discours, comme celui du 31 décembre 2024, le président Paul Biya a une volonté d'ouverture ou de transparence. La transparence, il ne faut même pas évoquer ce mot, parce qu'on sait que dans son propre gouvernement, je prends le cas du ministère de l'administration territoriale, qui est une institution importante dans le dispositif électoral de notre pays, on ne peut pas accepter que ce membre du gouvernement passe son temps à partager les points aux acteurs politiques de l'opposition pour disqualifier les uns et qualifier les autres capables de candidater ou de participer à l'élection présidentielle. Et donc, comment est-ce qu'on peut évoquer la transparence dans ce cas de figure? On ne peut pas parler de transparence dans une situation où la plupart, la majorité des membres du Conseil constitutionnel sont des militants du RDPC. On ne peut pas parler de transparence. Une institution qui se veut impartiale quant à ce qui concerne sa fonction. On ne peut pas parler de transparence dans un contexte où le président de cette institution a été pris la main dans le sac. C'est-à-dire que le président du Conseil constitutionnel a été pris la main dans le sac en participant à une réunion de motion de soutien de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle. Même lorsqu'on pourrait lui accorder un petit crédit, parce qu'il a apporté certains éléments de démenti en disant qu'il avait quitté la salle au moment où la motion de soutien a été signée et a été rendue publique. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'abord là-bas? Il n'avait pas à se retrouver à ce lieu, eu égard au caractère impartial de la fonction qu'il occupe dans notre pays. Donc on ne peut pas parler de transparence dans cette situation trouble. L'État du Cameroun, qui est incarné par la première institution dont le chef de l'État, ne ménage aucun effort pour promouvoir la transparence et garantir une élection libre et transparente dans notre pays et crédible dans notre pays. On a pris, il y a quelques mois, on a pris la main dans le sac, et les comme la main dans le sac, lorsqu'il voulait voler, une fois de plus, 120 000 voix. Nuit était la levée de boucliers des leaders politiques de l'opposition, de la société civile, et en l'occurrence, les sorties de Maurice Kamto. Et les CAM n'auraient pas fait un rétropédalage pour réinsérer ces 120 000 voix de Camerounais dignes de voter dans le fichier électoral. L'annonce du président ne vous rassure pas quant à une organisation sereine des élections? Ça ne rassure pas, puisque le président Paul Biya est habité par l'esprit de demeurer éternellement au pouvoir. Et je viens de démontrer par des éléments factuels que non seulement son gouvernement, mais les institutions de la République, telles que le Conseil constitutionnel et l'ECAM, l'administration territoriale, ne font rien pour rassurer les Camerounais que nous aurons une élection libre, crédible et transparente. À quoi vous sert-il donc d'y aller? Nous irons. Nous allons participer à cette élection présidentielle. Je sais que la question que vous posez vous rappelle le fait que le MRC a refusé de participer au double scrutin municipal et législatif de 2020.
Mais ce que je vais vous rappeler, M. Dipita Tongo, c'est que nous sommes dans le champ politique. Et dans le champ politique, les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas figées. OK? Et donc, cela suppose que les réalités de 2020 ne sont pas celles de 2025, parce que la politique en elle-même est dynamique. Nous avons refusé de participer à ce double scrutin de 2020 pour des raisons valables et légitimes que le MRC a énoncées, a évoquées, à savoir, par exemple, la résolution de la crise anglophone, la mise sur pied d'un code électoral consensuel. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Après même le refus du MRC de participer à cette élection, le gouvernement a fait fi de tout cela et a continué à cavaler seul, à gérer le pays de façon exclusive, en excluant ses compatriotes des zones anglophones de la gestion participative de notre patrimoine public et qui est commun. Et lorsque vous avez en face de vous des personnes qui ne se préoccupent pas du bien-être des populations, des personnes qui ne sont pas sensibles aux souffrances des populations, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous êtes obligé de danser leur propre danse. Raison pour laquelle nous sommes déterminés et nous avons décidé au MRC de participer à la prochaine, non seulement à la prochaine présidentielle, mais aux prochaines échéances électorales législatives et municipales de 2026 également. Danser leur danse, l'expression est souvent revenue dans les discours et les sorties de Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Je veux dire, quelle est la danse, quel est le pas de danse qui initie le RDPC, qui suscite, que vous sentez motivé, animé d'un esprit de danse également? Bon, l'expression du pas de danse dont le président Maurice Kamto en est le dépositaire, il est le dépositaire de cette marque, consiste tout simplement à dénoncer, tout en le déplorant, le comportement du RDPC qui ne manque pas d'user de tous les moyens possibles pour remporter une élection, même en passant par des hold-up électoraux. On sait généralement que le RDPC est champion dans le tripatouillage des urnes. Les exemples sont légion. On connaît des personnalités de ce pays, militants du RDPC et cadres de ces formations politiques qui ont fait des déclarations selon lesquelles ils ont eu souvent à voler des urnes, des dizaines d'urnes, pour inverser les résultats des élections, que ce soit législatives, municipales ou présidentielles dans notre pays. Okay? On sait que le RDPC est habitué à ce type de manipulation. On prend le cas par exemple de l'élection présidentielle de 2018. Souvenez-vous que 6 mois avant la tenue du scrutin, dans les réseaux sociaux, le cabinet noir du parti au pouvoir a lancé une annonce qui consistait à dire que, d'après leur sondage, le président Paul Biya allait remporter l'élection présidentielle de 2018 avec au moins 71% de voix. Ils ont lancé ça comme un teasing. Et effectivement, 6 mois après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, on lui avait attribué ce 71%, malgré les preuves que le MRC a apportées au Conseil constitutionnel sur les 32 PV qui ont été volés au niveau du recensement national des voix et qui portaient plus de 2 300 000 voix qui ont été attribuées au président Paul Biya. Alors, vous allez dans une élection où vous savez d'office qu'il y aura tripatouillage pour faire gagner le président sortant. Avez-vous pris des mesures? Avez-vous pris, je veux dire, vous y allez dans les conditions de quelqu'un qui se dit « Ok, je fais ma prière, je croise les doigts et quel que soit le niveau de tricherie, la mobilisation sera telle qu'on va remporter » ou vous avez pris un certain nombre de dispositions pour que le vote, selon vous, soit mieux transparent, soit reflète le choix des électeurs? Bien évidemment, Monsieur Dipita, nous avons pris des mesures. D'accord. Nous avons pris des mesures. Mais la première mesure
qu'il faut relever ici et qui est une assurance, c'est la détermination des Camerounais à en découdre avec ce régime qui nous fait tant souffrir. Parce que le constat fait est que malgré le hold-up électoral de 2018, nous leur avons donné encore 7 ans pour gouverner notre pays. Et tous les Camerounais de tous bords, sont unanimes aujourd'hui que pendant cette période ou pendant cette mandature de trop, le Cameroun a été gouverné par procuration, sur la base des hautes instructions, que tout le monde a démontré ici. Les hautes instructions, ce n'est pas nouveau, non? Non, les hautes instructions ont atteint une proportion... Elles datent du président Ahidjo. Elles ont atteint une proportion démesurée dans la dernière mandature. Au point où on se demande souvent où est le chef de l'État. Pendant cette mandature de 7 ans, est-ce qu'il y a un seul conseil de ministres qui a été tenu? Non. Donc la première motivation que nous avons, c'est la détermination des Camerounais et leur volonté à en découdre avec le régime. C'est la première assurance, la première mesure. Une des mesures que nous avons également, c'est que nous sommes en train de tout maximiser pour sécuriser, surveiller et sécuriser nos votes. Et dans le cadre de la surveillance des votes, je peux vous le dire avec assurance que le MRC, oui, nous, le MRC et les partis de la plateforme de l'APC, et je le sais aussi, certains partis politiques de l'opposition sont déjà en train de recruter les scrutateurs et les représentants dans les bureaux de vote. Vous allez vous substituer aux institutions légales pour faire ce travail-là, police, justice, autres? Non, la police va faire son travail. D'ailleurs, c'est notre souhait. Nous voulons que le pays soit sécurisé, tant à l'intérieur que au niveau des frontières pendant la période électorale. Et effectivement, il faudrait que l'État renforce la sécurité autour des bureaux de vote pour empêcher les champions de la fraude électorale et des tripatouillages des urnes de voler à nouveau les voix des Camerounais, c'est-à-dire les militants du RDPC. C'est pour cela que la police devrait être là, dans les bureaux de vote, pour veiller à ce que personne ne vole les urnes. Et à côté de cela, les Camerounais eux-mêmes vont veiller sur leur vote. Dans son discours, le président de la République a appelé à la responsabilité des hommes politiques. Il a souhaité que l'élection et de façon générale cette année électorale se déroule dans un calme, dans l'apaisement, dans un esprit démocratique, dans un esprit de transparence. Vous y voyez un appel au dialogue, vous y voyez un appel, une invite à plus de responsabilité pour que les uns et les autres jouent leur jeu de façon, j'ai failli dire démocratique. Monsieur le député, il n'y a pas d'appel au dialogue dans le discours du président Paul Biya. Il n'y a pas d'appel au dialogue. On pouvait considérer un appel au dialogue s'il avait un seul instant prêté attention aux différentes propositions de projets de loi que la plateforme de l'opposition travaille, sur laquelle la plateforme de l'opposition travaille depuis pratiquement 2019 pour la modification du code électoral en vue d'obtention d'un code électoral consensuel. Ces propositions de loi n'ont jamais été adoptées par l'Assemblée nationale. Okay? Et donc, dans un tel climat, on ne peut pas dire que le chef de l'État a la volonté de tendre la main à l'opposition pour une élection présidentielle apaisée. Non. Quelle différence majeure voyez-vous entre la vision de Paul Biya et la vision de Maurice Kamto du Cameroun? La vision de Paul Biya et celle de Maurice Kamto, comme je vous l'ai dit préalablement, sont diamétralement opposées. La vision de Paul Biya du Cameroun est une vision de gouvernance néo-coloniale. C'est-à-dire que c'est une gouvernance qui repose sur un appareil policier de répression des libertés individuelles et collectives. Et qui a pour seul objectif de mettre tout en place pour se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir, sans toutefois se préoccuper du bien-être de la population. C'est une gouvernance qui ne se soucie même plus qu'en 2024, à l'ère où, je dis bien,
l'époque, à l'ère où les pays qui autrefois avaient le même niveau de revenus que le Cameroun, comme par exemple la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut rappeler que la Côte d'Ivoire en 2010 a pratiquement le même niveau du budget de l'État que le Cameroun. Pendant que le Cameroun avait pratiquement 2500 milliards, la Côte d'Ivoire était autour de 2480 milliards ou 81 milliards de budget. Et aujourd'hui, quand on prend la photo de 2024, on constate que le budget de la Côte d'Ivoire est pratiquement le double de celui du Cameroun. Pendant que le Cameroun avait un budget en 2024 de l'État qui était autour de 7881 milliards, quelque chose comme ça. 7200 milliards, autant pour moi, 7281 milliards. La Côte d'Ivoire avait plus de 13 700 milliards. Ok. Et donc, vous ne pouvez pas dire que une gouvernance qui ne se préoccupe pas du bien-être de ces populations, parce que l'augmentation du budget de l'État crée les conditions de richesse dans un pays, ouvre la possibilité aux investissements publics qui créent des emplois, qui réduisent le niveau de chômage, qui augmentent le revenu des particuliers, qui augmentent le pouvoir d'achat et qui a la capacité d'aider l'État à s'attaquer aux pressions inflationnistes pour réduire et maîtriser davantage l'inflation. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, je pense qu'il a déjà fait plus de 2 augmentations des salaires des fonctionnaires. Pendant que dans la gouvernance du président Paul Biya, il ne se soucie même plus que entre janvier 1993 et janvier 1994, les fonctionnaires camerounais ont subi 2 baisses successives de leur salaire, dont la structure globale représente près de 70% de la baisse drastique de leur salaire. Depuis ils ne sont plus jamais revenus au même niveau. Ont aussi connu de légères augmentations. Lors de l'augmentation des prix du carburant à la pompe, par exemple, pour ne citer que la toute récente, il y a eu une légère augmentation de leur salaire. Comparaison n'est pas raison, bien entendu. Ces augmentations sont minables. Elles sont même insignifiantes. Vous ne pouvez pas diminuer le salaire de quelqu'un ou diminuer le salaire d'un fonctionnaire à 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il gagne 100 000 francs net à payer, désormais, il perçoit 30 000. Et près de 30 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, lorsque vous venez augmenter son salaire, la structure de cette augmentation n'atteint même pas 5%, ou ne dépasse pas 5%. Il y a un problème. Donc maintenant, pour la vision de Maurice Kamto, parce que j'ai annoncé préalablement que ces 2 visions sont diamétralement opposées. La vision de Maurice Kamto est toute différente de celle du président Paul Biya. La vision du président Maurice Kamto est celle qui promeut un Cameroun où il y aura l'état de droit. C'est la première chose. Où tous les Camerounais seront égaux devant la loi. Il n'y aura pas de super Camerounais. Il n'y aura pas de Camerounais qui méritent certains avantages plus que les autres. Un Cameroun qui va mettre le bien-être des citoyens au centre des préoccupations de l'État. C'est la raison pour laquelle il promeut ou il préconise, dans le cadre de son projet de gouvernance, que ce soit de 2018 ou celui de cette année pour l'élection présidentielle à venir, l'une des réformes structurelles ou les réformes structurelles que nous avons amenées, par exemple, au plan économique, consiste à, premièrement, réduire drastiquement le train de vie de l'État. Ça, c'est la première chose. Et je vous assure, Maurice Kamto peut le faire. Je vais vous dire pourquoi. Depuis que je connais cet homme, je ne l'ai jamais vu avec 2 véhicules. Maurice Kamto, depuis que personnellement je le connais, je ne l'ai jamais vu avec 2 véhicules. Moi-même, depuis cette période, j'en ai utilisé plusieurs, par la grâce de Dieu. Mais lui, un seul. Un seul véhicule. Donc c'est quelqu'un qui est au-dessus du commun des mortels. C'est-à-dire des choses
pour lesquels certaines personnes s'attachent tellement, tels que le matériel, le gain. Maurice Kamto est dessus de cela. Donc effectivement, lorsqu'il annonce qu'il peut réduire, qu'il va réduire le train de vie de l'État, il peut le faire. Ça passe par quoi? La suppression de certaines institutions, le Sénat, je ne sais pas? Non, il y a déjà les réformes institutionnelles, effectivement. Les réformes institutionnelles, nous allons passer en revue certaines institutions de notre pays. Par exemple, on prend le cas simple du gouvernement, nous avons 63 ministères. 63 ministères. Est-ce que le Cameroun a besoin d'avoir 63 ministères? Non. 63 ministres. On n'a pas besoin d'avoir 63 ministres dans notre pays. On peut réduire la taille de notre gouvernement à 40 ministres, même à 30, comme d'autres pays de l'Afrique. À 30 ministres, ça nous suffit. Au trop 40. Et vous allez par exemple prendre un domaine comme par exemple les missions que les fonctionnaires effectuent de façon trimestrielle ou annuelle. Ces missions-là, pour la plupart, n'ont pour objectif que de consommer le budget de l'État et donc du contribuable camerounais. Il y a beaucoup de missions qui peuvent être annulées, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur du territoire national. Selon vous, quels sont les points? Le matériel ronflant des ministres. Vous savez, parmi les 63 ministres, chacun a au moins un véhicule de 80 millions. Faites 80 millions fois 63. Ça fait plus de 5 milliards de francs CFA. Est-ce qu'un ministre camerounais qui vit dans un pays pauvre, parce que le Cameroun est un pays pauvre, a le droit de rouler dans un véhicule de 80 millions? Je pense que non. Le Sénat, le budget du Sénat du Cameroun, dites-moi, à quoi sert le budget du Sénat du Cameroun, qui est évalué à des centaines de milliards depuis la mise sur pied de cette institution dans notre pays? Ça sert à quoi? Le Sénat, le constat a été fait, c'est que c'est une chambre d'enregistrement, tout simplement, des décisions de l'Assemblée nationale. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que le Sénat a apporté de façon, je veux dire, de façon concrète dans notre pays pour l'avancement de la démocratie? Pour vous, quels sont les points que Paul Biya a évités ou minimisés lors de son discours du 31? Je n'ai pas encore fini pour Maurice Kamto. D'accord. Toujours au plan économique. Maurice Kamto entend accroître la production sur tous les secteurs, dans tous les secteurs de l'activité économique nationale de notre pays et accélérer l'industrialisation du Cameroun. Cela passera forcément par un fort accroissement au niveau de l'investissement public. Nous allons, par exemple, dès la prise de pouvoir, construire une nouvelle raffinerie. Cette raffinerie, parce que tout le monde sait et tous les résultats des études des experts ont démontré que la réhabilitation de la Sonara allait engloutir des sommes faramineuses pour le contribuable camerounais à notre pays. Et donc, il est urgent aujourd'hui de construire une nouvelle raffinerie qui va nous permettre de maîtriser tout au moins la consommation nationale des prix, je veux dire la consommation nationale du carburant et des produits pétroliers. Donc voilà l'une des mesures que nous allons prendre au niveau de la relance de l'économie de notre pays dans le cadre de la promotion de l'énergie. Nous allons par exemple, toujours au plan économique, promouvoir une loi d'incitation au développement des énergies renouvelables. Parce qu'il faut rappeler que le Cameroun n'a pas une loi qui permet d'inciter les investisseurs étrangers à venir développer les énergies renouvelables dans notre pays, en l'occurrence le solaire, l'éolienne et les autres sources d'énergie. On n'a pas cette loi-là. On va la promouvoir. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui est également une poche qui fait perdre énormément d'argent aux Camerounais, à notre pays, nous allons signer, le président qui sera élu, Maurice Kamto certainement, va signer le décret d'application de l'article 66 de notre pays, qui va amener tous les membres du gouvernement à déclarer leurs biens devant le peuple camerounais, à la prise de leurs fonctions et à la fin de leurs fonctions, commençant par lui-même le président de la République. Et ça sera un coup fort que nous allons marquer pour la lutte contre la corruption dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas trop théorique, loin des réalités du pouvoir? Il y aura... Ce n'est pas trop théorique, parce que ceux qui sont là, avec ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont, un budget comme celui de 7 281 milliards de l'exercice 2024,
peut suffire pour que le Cameroun décolle sur le plan économique et sur le plan industriel. L'une des choses qui dérange le développement de notre pays, ou qui est un frein majeur au développement de notre pays, c'est la corruption. La corruption, monsieur Dipita. Nous savons qu'il y a des gouvernements entiers qui sont en prison dans notre pays. Des gouvernements entiers partant des ministres délégués aux ministres titulaires jusqu'au premier ministre qui sont dans les prisons de notre pays. Sans oublier les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques. Et donc cela pose un problème. Ce sont des milliers de milliards qui ont été engloutis dans les détournements des deniers publics qui auraient pu contribuer à développer notre pays. Vous pensez que le MSC va inventer notre Cameroun? C'est avec ce que nous avons que nous allons développer ce pays. Mais nous allons faire les choses autrement. Nous allons faire les choses autrement. Donc c'est ça. D'accord. Alors, pour vous, quels sont les points que le président de la République a évité d'aborder ou simplement à minimiser au cours de son message le 31 décembre? Minimiser, je dirais non, éviter d'aborder. Il a évité d'aborder sérieusement le point sur l'alternance au pouvoir. Sérieusement. Est-ce qu'en confirmant, en parlant des élections, est-ce que ce n'est pas l'occasion de répondre à cette remarque? Quand je dis il a évité sérieusement de parler de l'alternance au pouvoir, soyons honnêtes, monsieur Dipita. Le président Paul Biya, à l'heure qu'on est, devrait déjà annoncer au peuple camerounais qu'il ne sera plus candidat à la prochaine présidentielle de cette année. Il a opté de laisser le choix au peuple de décider s'il reste à Yaoundé ou s'il rentre au village. Lorsque les motions de soutien, comme d'habitude, à sa candidature, ont commencé à pleuvoir l'année dernière, même depuis 2023, et que jusqu'à ce jour n'a rien dit, il y a un adage qui dit que qui ne dit rien consent. Et surtout connaissant la personne du président appelé Paul Biya, qui se nourrit de cette notion de motion de soutien de la part de ses créatures, parce que c'est lui-même, c'est eux-mêmes qui ont déclaré qu'il est leur créateur, et se nourrissant de leur motion de soutien, il n'a jamais refusé aucune de ces motions de soutien. Donc, avec une telle position, on peut dire clairement qu'il a évité d'évoquer de façon républicaine et d'ouvrir un débat sur l'alternance au pouvoir. Parce qu'il ne veut donner aucune possibilité au peuple camerounais d'espérer une alternance au pouvoir. Devrait-il y avoir débat lorsque la loi prévoit des élections sur une question comme celle-là? Est-ce que le fait d'aller au vote n'est pas l'occasion justement de donner à tout le peuple camerounais, à tous les citoyens, à tous les électeurs, de choisir l'alternance ou la continuité? Tout à l'heure, on a dit que le Cameroun n'est pas un pays normal. C'est un pays de dictature, où le système est verrouillé et la loi est taillée sur mesure pour le président Paul Biya qui nous dirige depuis 42 ans aujourd'hui. Et dans une telle situation, monsieur Dipita, vous ne pouvez pas me dire que le gouvernement ou le président Paul Biya manifeste une seule volonté, un seul instant, de promouvoir des élections transparentes dans notre pays. Je vous ai donné les éléments factuels tout à l'heure. Nous, effectivement, l'opposition, n'attendons pas que le gouvernement actuel nous offre le pouvoir sur un plateau doré. Non. Nous irons le chercher. Mais nous déplorons les manœuvres dont nous savons qu'ils sont accoutumés à utiliser pour se maintenir au pouvoir par la force. Et ce sont ces manœuvres que nous dénonçons. Mais ça ne veut aucunement dire que nous avons peur de les affronter dans une élection libre, crédible et transparente. Et nous le ferons cette fois-ci. Même en l'absence de toute
ces garanties-là, nous irons à l'élection présidentielle de 2025 avec la caution du peuple camerounais dans son entièreté. L'engagement de ce peuple, la soif de ce peuple de mettre un terme au chaos qui a été mis en place par le régime du président Paul Biya depuis son accession au pouvoir. Ces garanties-là sont le carburant qui nous motive à aller de l'avant et dans la résilience pour remporter cette élection présidentielle. Après le discours du président Paul Biya, parlons de l'adresse ou du message, du discours de Maurice Kamto également, ce 31 décembre, au peuple camerounais. Comment résumez-vous les grandes lignes de ce discours que Maurice Kamto a fait ce soir du 31 décembre 2024? Ok, l'une des premières annonces que le président Maurice Kamto a fait dans son discours du 31, son message au peuple camerounais du 31 décembre dernier, c'est qu'il a le souci du réajustement social par la baisse drastique du prix du carburant à la pompe. Parce qu'il a annoncé que s'il était élu à l'élection présidentielle de 2025, il allait drastiquement baisser le prix du carburant à la pompe à 480 francs CFA. C'est une annonce, M. Dipita, qui est très importante pour le tissu économique de notre pays. Parce que ramener un prix de 840 francs à 480 francs CFA va créer des économies d'échelle sur le volume consommé par chaque citoyen de carburant sur une période comme une année. Et cela va créer également la possibilité aux citoyens camerounais d'accroître un peu son pouvoir d'achat par le fait de créer cette économie sur le prix du carburant. Et une autre mesure qui a été annoncée par, ou bien une autre grande ligne, ou un autre grand projet qui a été annoncé par le président Maurice Kamto, c'est la co-organisation de la Coupe du Monde 2038 avec les pays voisins, en l'occurrence le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes parmi ceux qui disaient que l'organisation de tels événements en 2019, décalés en 2021 et autres, ce sont des dépenses extravagantes, non opportunes pour le Cameroun. Vous pensez qu'en 2032, tous les problèmes du Camerounais seront 2038. Pardon, 2038, tous les problèmes du Camerounais seront résolus pour engager de telles dépenses dispensieuses? Effectivement, la bonne question à savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on annonce l'organisation d'une Coupe du Monde en 2038 alors que nous sommes en 2025 dans un pays pauvre? Une pauvreté qui nous a été imposée par le régime actuel. La bonne réponse, c'est que annoncer la co-organisation de cette Coupe du Monde, parce qu'il faut déjà noter que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'organiser ou de co-organiser une Coupe du Monde. Faire ce type d'annonce démontre à suffisance la volonté de Maurice Kamto de développer le Cameroun et de le transformer en un pays industrialisé sur cet horizon-là. C'est-à-dire que quand il parle par exemple de l'accroissement substantiel de la production dans tous les secteurs de l'activité économique nationale, ça fait partie des efforts qui seront mis pour que le Cameroun ait la capacité financière, matérielle, humaine et même infrastructurelle de co-organiser une Coupe du Monde. Et c'est une démonstration de puissance. Donc ce type d'annonce devrait rassurer les Camerounais que Maurice Kamto a une vision grandiose du Cameroun. Parce qu'un autre objectif que nous avons, c'est d'amener la croissance à 2 chiffres. D'amener la croissance économique à 2 chiffres pendant la mandature de Maurice Kamto à la tête de l'État du Cameroun. Cette croissance que nous n'avons plus jamais atteint à 2 chiffres depuis la session de Paul Biya au pouvoir. La croissance de cette année, eux-mêmes, ils l'ont projetée à 4,5%, mais ils ont fini à 3,8%. Et cette croissance-là n'est même pas sensible dans le panier de la ménagère au quotidien.
il y a un décalage total entre ce qu'ils annoncent comme supposée croissance et ce que les Camerounais vivent au quotidien. Dans l'annonce de l'organisation de la Coupe d'Afrique, Maurice Kamto a déjà acquis le hockey des pays co-organisants qu'il a cités. C'est un projet. D'accord. C'est un projet et qui va dépendre du leadership, du type de leadership qu'il va inspirer ou bien qu'il va mettre en place à la tête de l'État lorsqu'il sera en train de diriger le Cameroun. Il y va de la diplomatie également qu'il va développer pour renforcer le dispositif diplomatique du Cameroun. Parce qu'il faut aussi le dire, hein, il faut aussi le dire, M. Dipita Tongo, sans aucune intention de nuire ou sans aucun procès, que le Cameroun se porte très mal aujourd'hui sur le plan diplomatique. Vous n'allez qu'à voir comment est-ce que les Camerounais sont malmenés, maltraités dans les pays, même seulement de la sous-région CEMAC. On les exproprie de leur propriété, on arrache leurs boutiques, on les rapatrie sans aucune forme de procès tout le temps, que ce soit au Gabon, en Guinée équatoriale, au Tchad, ainsi de suite. Et que fait la diplomatie camerounaise dans ce cas de figure, dans ce genre de situation? Donc nous avons une diplomatie aujourd'hui qui n'est plus active, qui est complètement à terre. Et la diplomatie que le MRC va mettre en place une fois au pouvoir est une diplomatie d'affirmation, est une diplomatie d'un leadership qui va amener le Cameroun à se positionner comme un grand pays, comme une puissance en Afrique, non seulement économique, même militaire. Oui. Dans son discours, Maurice Kamto insiste sur l'engagement citoyen pour 2025, sous-entendu les élections. Quels sont les moyens que le MRC se donne? Quelles sont les stratégies qui sont mises en place justement pour mobiliser, obtenir l'engagement de tous ces jeunes, ces femmes, ces hommes, à aller s'inscrire sur les listes électorales, participer au vote et suivre tout le processus jusqu'à la proclamation des résultats? Bon, la première chose, c'est que le MRC, depuis sa création, continue à se mobiliser sur le terrain, dans la résilience, malgré un environnement institutionnel qui est hostile à notre déploiement, parce qu'il faut le dire sans embâche que l'administration territoriale a mis en place toutes les manœuvres pour empêcher le MRC de s'implanter, de se mouvoir, ainsi de suite. Vous n'allez qu'à voir le nombre d'interdictions, de réunions publiques et de meetings politiques que le MRC a essuyé sur les 10 dernières années, ainsi que les autres partis de l'opposition. Mais malgré cela, nous continuons à nous mouvoir sur le terrain. Et le MRC aujourd'hui est un parti politique qui est implanté dans les 10 régions du Cameroun, les 58 départements et les 360 arrondissements. Ça, c'est une certitude. À travers nos différentes fédérations départementales, régionales et communales. Tout le monde est d'accord et tout le monde peut le dire que le MRC, ces 2-3 dernières années, a fait de nombreuses implantations. On a organisé des meetings de par le triangle national. On a fait les derniers meetings qui nous restaient en mémoire. Il y a le meeting par exemple de Douala qui a fait une très grande mobilisation, qui a suscité une grande mobilisation des militants sympathisants. Il y a par exemple la Convention nationale de décembre 2023 qui a été une démonstration de puissance de mobilisation du MRC à tout azimut. D'ailleurs, même à cette occasion, nous avons invité d'autres leaders des partis politiques de l'opposition qui nous ont assistés. Nous les remercions pour cela dans le cadre de la collaboration saine et républicaine des activités politiques de notre pays. Le MRC continue à se déployer. Okay? Et dans ce déploiement, nous sensibilisons la population. Nous passons le message. Nous les informons de notre projet de gouvernance et de ce que nous comptons faire pour le pays. Ça, c'est la première chose au niveau de l'implantation de notre parti sur l'ensemble du territoire national. Autre chose, nous sommes en train de mettre en place des coalitions, en l'occurrence l'APC, que vous connaissez, l'Alliance politique pour le changement,
avec d'autres partis politiques de l'opposition pour mobiliser davantage les Camerounais. Nous sommes en train de nous investir depuis des années dans les inscriptions massives sur les listes électorales. Tout le monde sait que le MRC aujourd'hui est le champion en matière de mobilisation, au point où nous avons été taxés par toujours cette administration territoriale, nous avons été taxés par le MINAT d'harceler, de ceux-là qui harcèlent les citoyens dans leur maison. Vous comprenez? Vous voyez donc à quel point le régime en place est mal intentionné et ne veut pas laisser les Camerounais changer leur avenir. Parce que inciter les gens à voter, c'est les inviter à participer au choix et aux stratégies de développement de leur pays. Et donc de participer aux décisions de leur avenir. Mais lorsque vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes des champions du statu quo. Vous comprenez? Et donc, le MRC aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes champions dans la mobilisation des citoyens à s'inscrire sur les listes électorales, et donc, en l'occurrence, des jeunes. Une autre garantie que nous avons sur les stratégies à mettre en place pour gagner l'élection présidentielle à venir, c'est, comme je vous ai dit, la détermination des Camerounais. Parce qu'aucune stratégie de mobilisation ne peut être meilleure que la capacité des Camerounais à se mobiliser eux-mêmes pour mettre un terme au chaos dans lequel notre pays est plongé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de solution magique. Voilà ce que nous faisons au quotidien. Le MRC. Et maintenant, au niveau des moyens, voilà, excusez-moi, monsieur Bidipita, je vais évoquer, ça, ce sont les moyens humains. Au niveau des moyens, par exemple, matériels et financiers, nous avons, ce qu'il faut aussi informer aux Camerounais qui nous suivent de tous bords, c'est que le compte bancaire du MRC a été bloqué par le ministre de l'administration territoriale depuis 2020. Et depuis ce temps, le MRC vit des mains levées de ses militants et sympathisants et des personnes de bonne volonté. Pendant ce temps, nous sommes dans une année électorale et tout le monde connaît la capacité de mobilisation financière et matérielle du parti au pouvoir qui se sert des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs, de ses ministres et leurs portefeuilles et les budgets qu'ils gèrent au quotidien, des hommes d'affaires, des partenaires étrangers, des pays amis étrangers qui sont amis au président Paul Biya et qui pour la plupart du temps le financent aussi dans le cadre de financement étranger pour l'élection présidentielle, sa réélection à la tête du pays. Et donc, avec tout ce dispositif, il ne donne même pas la possibilité aux partis politiques de l'opposition de pouvoir aussi mobiliser les fonds, ne serait-ce qu'au niveau de nos amis de la diaspora et de nos frères de la diaspora. Cela n'est pas normal. Et c'est dans ce sens que cette année, nous avons signifié par voie de correspondance au ministre de l'administration territoriale, qui a accusé d'ailleurs réception, de notre intention d'user de tous les moyens qui sont prévus par la loi pour la mobilisation des fonds du MRC pour la campagne présidentielle de 2025. Vous allez encore faire une opération similaire à la plus récente concernant, du moins celle concernant Covid 2025, l'opération Survival? Bon, c'est que je ne peux pas vous dévoiler ici la stratégie que nous allons utiliser, M. Dipita, mais sachez que nous allons mobiliser les fonds. Et nous n'allons pas nous laisser faire par le MINAT. Les dispositions prises pour qu'il n'y ait pas de grincement dedans autour de la... C'est pour cela que nous les avons, nous les avons, manipulation au niveau interne du parti. De façon générale. On sait que sur Survival, il y a eu des dissonances à un moment donné entre les organisateurs et tout le reste autour de la manipulation de ces fonds. Oui, vous savez, M. Dipita, la gestion des fonds dans nos pays, je ne vais pas mentir ici parce que je suis du MRC. Les militants du MRC sont camerounais et donc ont les mêmes ADN que les autres Camerounais et même ceux qui volent. Okay? Effectivement, nous avons un dispositif en place au sein de notre parti politique qui va empêcher à ce que les fonds soient distraits. D'accord. Oui. Cela dit, le MRC et alliés ont-ils suffisamment de personnel politique
à déployer dans tous les bureaux de vote? Parce que c'est une problématique propre généralement aux partis politiques qui c'est peut-être où on s'aperçoit que lors des élections, ils n'ont pas suffisamment de personnel déployé dans tous les bureaux de vote à travers la République. Effectivement, Monsieur Dipita, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être oublié que nous sommes en train de travailler dans le cadre du recrutement des scrutateurs et des représentants dans les bureaux de vote. D'accord. Nous sommes en train de travailler, nous avons déjà lancé ce processus-là et nous sommes en train de travailler également dans la mutualisation des forces avec d'autres partis politiques de l'opposition pour la surveillance de ces élections-là. Non seulement la surveillance et la défense aussi de nos votes. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous mobiliser de telle sorte que la loi soit respectée dans notre pays. Que l'article 113 du Code électoral soit respecté dans notre pays. D'accord. Et l'article 113 du Code électoral voudrait que, tout de suite après la fermeture du bureau de vote, que les résultats soient rendus publics. Donc vous vous organisez pour que vous rendre des résultats publics. Nous allons rendre ces résultats publics, M. Dipita Tongo. Cette fois-ci, nous n'attendrons plus forcément les 15 jours prévus par la loi. Avant que ces 15 jours soient prévus par la loi, le peuple camerounais va rendre public les résultats de cette élection selon la loi, l'article 113. La proclamation du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, autant pour moi, viendra uniquement pour faire la proclamation. Mais le président élu sera connu de tous dès la fermeture des bureaux de vote. De tous. C'est ce que prévoit notre loi. Si la loi dit que les résultats sont rendus publics à la fermeture, est-ce la proclamation des résultats? Est-ce qu'il n'y a pas des étapes entre, éventuellement il peut y avoir des contestations, vous le savez, entre la fermeture des bureaux de vote, le compte rendu public qui est fait au sein des bureaux de vote et tout le processus qui s'ensuit? Est-ce qu'on ne prenait pas le risque, justement, de biaiser ce processus, sachant, je l'ai dit plus haut, qu'il peut y avoir des partis politiques qui portent des réserves, qui font des revendications pour permettre aux instances d'après de s'exprimer là-dessus? On ne prend aucun risque. Le Cameroun n'évolue pas dans un vase clos. Ok. Le Cameroun n'évolue pas en vase clos. Le Cameroun est un pays qui appartient au Conseil des Nations. Bien sûr. Quand on regarde autour de nous, des pays comme par exemple le Sénégal, le Botswana, la Namibie, le Kenya, le Ghana, le Nigeria, on constate que la loi électorale du Cameroun est bien meilleure que la loi électorale. Mais que dans ces pays, la démocratie est avancée de telle sorte que les résultats sont souvent connus d'avance, avant même la promulgation officielle par le Conseil constitutionnel. Donc on n'invente pas ça. Il peut y avoir des revendications, par exemple au niveau du Conseil constitutionnel, dans le cadre du contentieux électoral, qui seront de nature même, pour certains, peut-être à faire annuler une partie ou toute une élection dans certaines circonscriptions. Mais les tendances globales seront déjà connues d'avance, M. Dipita. Et c'est à cela que nous invitons les pouvoirs publics et les institutions de la République à nous laisser appliquer cette loi-là, l'article 113 du Code électoral. Que tous les résultats soient connus le même soir que les bureaux de vote vont être fermés dans notre pays. Et que les médias, qu'on vous laisse, vous les médias, de relayer ces informations, comme sous d'autres cieux, pas seulement en Occident, mais en Afrique. Au Sénégal, les médias ont relayé cela. En Côte d'Ivoire, les médias ont relayé cela. Au Nigeria, ici à côté, ils l'ont fait. Au Ghana, tout récemment, ils l'ont fait. La même loi détermine l'instance qui proclame les résultats. Mais cette instance, on sait que c'est le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que j'ai parlé de 15 jours après. Mais je dis que le Conseil constitutionnel, cette fois-ci, pour 2025, je vous rassure, M. Dipita Tongo, ne va lire
que ce que le peuple camerounais va proclamer comme président élu, le Conseil constitutionnel, cette fois-ci, va le proclamer, va confirmer par la proclamation du président élu par le peuple camerounais, qui sera déjà connu d'avance dès la fermeture des bureaux de vote. Nous allons y veiller. Et c'est pour cela que nous sommes en train de mobiliser les Camerounais. Que ceux qui nous gouvernent ne tentent même pas, cette fois-ci. C'est une menace à l'endroit de ceux qui gouvernent. On ne menace pas, mais on dit qu'ils ne tentent plus de vouloir voler le vote des Camerounais comme ils ont l'habitude de le faire. Si le font, que feriez-vous? Ah, donc vous admettez qu'ils peuvent voler? Je suis dans les questions. Mais à partir de ce moment, monsieur... À partir du moment où vous leur dites ne le faites pas, c'est que vous entrevoyez que, vous entrevoyez que ça peut se faire. Monsieur Dipita, j'aime beaucoup cet échange. Ça me réjouit parce que si vous concédez déjà qu'ils peuvent voler, que ceux qui nous gouvernent peuvent voler les voix, ça veut dire qu'ils sont dans l'illégalité. Je m'inspire de votre dispositif préventif. Non, vous mettez en garde les pouvoirs publics. Vous leur dites ne tentez même pas. Alors je dis, s'ils tentent, que ferez-vous? S'ils volent donc les voix des Camerounais, les élections, le vote des Camerounais, ils seront dans l'illégalité. Et quand vous êtes dans l'illégalité, vous n'êtes plus protégé par la loi. Et nous avons dit que nous allons danser leur danse. S'ils entrent dans l'illégalité, nous entrerons aussi dans l'illégalité. Et donc dans la désobéissance civile pour défendre notre vote. Vous allez passer la désobéissance civile? La désobéissance civile est essentielle à un moment donné de l'évolution de chaque société dans le monde entier. N'oubliez pas que c'est à la suite de la désobéissance civile que le Cameroun a adopté la Constitution de 1996. Après le refus de la conférence nationale souveraine, la tripartite a été tenue. Et ce sont les résolutions de la tripartite qui ont abouti à l'adoption de la Constitution de 1996. Donc, elle est légale. En d'autres termes, elle est légale. Parce que le peuple est souverain. Si vous admettez qu'il peut voler, si vous volez ma chose, ce qui me revient de droit, je suis aussi en droit de vous poursuivre, de me défendre pour arracher ça. Et si vous qui incarnez la loi, vous volez les élections du peuple camerounais, il ne sera plus important pour nous, le peuple camerounais, d'aller se référer à la loi parce que vous aurez violé la loi. Et c'est vous qui l'incarnez. Nous allons nous battre pour rétablir l'ordre. Le MRC est prêt à faire le bras de fer, à braver l'autorité si jamais il estime que la loi électorale a été volée lors des élections présidentielles à venir ou des élections régionales. C'est bien ce que vous dites. Ce n'est pas une affaire du MRC, c'est une affaire du peuple camerounais. Vous-même, M. Dipita, ne pensez pas que les souffrances dont ont dû les Camerounais, vous n'êtes pas concernés. Vous êtes concernés par ces souffrances au quotidien. Lorsque nous allons sortir de ce studio, nous allons rouler sur les mêmes routes sur lesquelles on ne peut pas faire 100 mètres sans entrer dans un nid de poule. Voici la ville de Douala où toutes les routes sont enchantées et on subit des déviations. La poussière a atteint des proportions démesurées en cette fin d'année dans notre pays. Donc nous vivons les mêmes réalités au quotidien. Il ne s'agit pas du MRC, mais il s'agit du peuple camerounais. On ne peut plus être entubé cette fois-ci. Vous avez un mandat pour parler au nom du peuple camerounais? On n'a pas besoin d'avoir un mandat pour parler au nom du peuple camerounais. Mais là, vous engagez le peuple. En tant que citoyen camerounais, on peut parler au nom du peuple camerounais. Quel est le Camerounais qui ne souffre pas? Quel est le Camerounais qui ne souffre pas du chômage, des coupures intempestives d'électricité, de la faim? 10% de notre population est menacée par une faim aiguë, selon le rapport de la Banque mondiale. Vous comprenez? Donc ce sont des réalités. D'après les études, une étude menée par l'Institut national des statistiques sur l'emploi au Cameroun, il ressort que 74% de la population active est au chômage. Et vous croyez que c'est seulement les militants du MRC qui chôment? Non. Ce sont les Camerounais qui chôment dans la globalité, M. Dipita Tongo. Donc il ne s'agit pas du MRC. Mais nous disons que nous ne pouvons plus accepter se faire voler notre vote cette fois-ci. Parce que ceux qui ont l'habitude de voler le vote des Camerounais doivent savoir que cette fois-ci, les Camerounais sont prêts. Quelle appréciation faites-vous du niveau de préparatif, de l'état de préparation des autres partis politiques? Je reviens d'abord sur les travaux qui sont effectués avant qu'on arrive
à cette année électorale. Il faut le relever et le rappeler que depuis pratiquement 2019-2020, le MRC est associé à plusieurs partis politiques de l'opposition, en l'occurrence l'UDC, le PCRN, le SDF, l'UMS, le MP et d'autres partis pour la révision, un projet de révision du code électoral. Et donc c'est un chantier qui démontre à suffisance que les partis politiques de l'opposition se préoccupent et sont engagés à jouer un rôle majeur dans l'alternance au pouvoir cette année. Et sur la base de cela, je peux dire que, d'après ce que j'observe, la plupart des partis politiques de l'opposition sont orientés élections présidentielles et sont en train de se déployer aussi sur le terrain. Quand vous allez dans les antennes d'Elecam, vous allez voir les programmes que Elecam fait et vous constaterez que dans ces programmes, il n'y a pas que le MRC qui se déplace. Ça, moi, je suis honnête. Et vous allez voir que dans ce programme, il y a les jours où c'est d'autres partis politiques de l'opposition qui accompagnent aussi Elecam à se déplacer, à descendre sur le terrain pour les inscriptions massives sur les listes électorales. Donc, la mobilisation est générale, elle est tout azimut pour tous les partis politiques de l'opposition. Tout au moins, ceux-là qui sont encore de l'opposition au Cameroun et qui aspirent au changement. Parce qu'il faut aussi noter que le parti au pouvoir a ses partis politiques de l'opposition. On a vu en 2018 avec le G20 qui les a accompagnés à se maintenir au pouvoir. Donc, ils ont leur parti politique de l'opposition. Et nous avons, nous qui sommes de l'opposition, vrai, nous avons un dénominateur commun. Nous sommes tous broyés dans le moulinex du ministre de l'administration territoriale. Et on espère que leurs partis d'opposition à eux ne seront pas broyés par ce moulinex-là. Et donc, sur cette base, je peux quand même dire que je suis persuadé et j'ai l'assurance que les autres partis politiques de l'opposition sont mobilisés. Et même la société civile. Vous l'avez rappelé plus haut, le MRC est dans une coalition, APC. Au sein de la coalition, tout va pour le mieux. La sérénité, elle est certaine, elle est totale, elle est parfaite. Vous avez une vision identique de comment vous entrevoyez la suite en termes de préparation des élections, de participation. Aucun grincement dedans, tout va bien? Tout va bien. L'APC se porte très bien. La collaboration avec les partis politiques de l'opposition qui sont partenaires, membres de cette plateforme, elle est saine, elle est républicaine et elle est prospective sur la prise de pouvoir cette année, en 2025. Nous continuons à mener sereinement nos activités, le déploiement sur le terrain, la sensibilisation et la mobilisation d'autres acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. Vous êtes au courant quand même des différents déplacements du président par intérim, du coordonnateur national par intérim, honorable Nitieux, à l'étranger, auprès de la diaspora pour la sensibilisation sur la mobilisation en vue de l'élection présidentielle à venir. Et donc nous continuons à mener sereinement nos activités. Malgré les menaces, le MINAT ne manque pas de menacer, de continuer à menacer les partis politiques de l'opposition, en l'occurrence ceux de la plateforme de l'APC, dans le déploiement sur le terrain, l'interdiction de nos meetings, l'interdiction de des installations, de nos unités, de nos fédérations départementales, communales et régionales. Qui sont ces autres partis politiques de cette coalition? Il y a des partis politiques. Nous avons par exemple le FCC qui est avec nous, l'UMS. Il y a beaucoup de partis politiques. On ne va pas entrer ici dans les détails, mais sachez que nous sommes dans une coalition avec de nombreux partis politiques. Et nous tendons toujours la main vers les autres partis politiques de l'opposition. Parce que l'élection ne fait que commencer aujourd'hui. Et pour l'intérêt général de notre pays, il est temps que chaque personne sacrifie un peu de son ego personnel pour se mettre à contribution avec l'ensemble de l'opposition dans le seul objectif de renverser le pouvoir en place qui nous fait tant souffrir. Le candidat de l'APC est-il prêt à sacrifier davantage son ego personnel pour qu'il sait peut-être franchir le pont pour aller vers les autres candidats qui lui disent « Attention, votre choix de désigner un candidat avant de définir un programme n'est peut-être pas le bon choix. Asseyons-nous, parlons programme et définissons derrière qui sera le candidat. »
Il faut que les Camerounais qui nous suivent connaissent la genèse de l'APC. Le président Maurice Kamto n'a jamais appelé à une coalition pour être la tête de proue de cette coalition-là. Et la seule condition ou bien la seule candidature à l'élection présidentielle. L'APC naît à la suite de la convention MRC de 2023, de décembre 2023. Et ce sont ces partis politiques de l'opposition, en l'occurrence le président du FCC, l'honorable Nietzsche, qui a sollicité, ce sont ces partis politiques qui ont sollicité Maurice Kamto comme étant leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Tout comme les partis de l'Union pour le changement ont sollicité ni John Fundi en 1992 pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas Fundi qui a demandé cela. Et donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas refuser la sollicitation de vos compatriotes à vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas refuser l'amour que les gens vous portent et qui les amène à vous solliciter pour les représenter à une élection, fût-elle présidentielle, législative ou municipale. Donc ça, c'est d'abord l'historique. Par la suite, le président Maurice Kamto, en 2018, est celui-là, et sinon le seul candidat, parmi tous les candidats de l'opposition, qui a pris sur lui de démarrer sa voiture, d'aller vers presque tous les leaders de l'opposition, et en l'occurrence, candidats à l'élection présidentielle, pour les demander de coaliser. Il l'a fait. Le seul qui n'a pas rencontré, c'était le docteur Adamou Damjoya, dont tout le monde sait qu'il était dans des conditions de maladie grave. Et donc, il l'a fait. Ça montre que Maurice Kamto est ouvert aux discussions, est ouvert à une éventuelle coalition avec les autres partis politiques de l'opposition. En d'autres termes, Maurice Kamto est prêt de faire une coalition sans en être la tête de proue. Mais pourquoi vous le dites? Vous dites d'abord de façon péremptoire qu'il ne sera pas la tête de proue. Non, je pose la question. Maurice Kamto, sur la base de votre développement. Maurice Kamto n'a aucun problème si les conditions d'éligibilité de cette tête de proue sont définies de façon consensuelle, de façon technique et maîtrisée. Parce que je prends un cas simple. Il y a d'aucuns qui disaient souvent, je ne vais pas citer les noms des gens ici parce que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il y a des gens certains leaders de l'opposition qui estiment qu'on pourra passer par exemple par les primaires pour désigner qui va représenter l'opposition camerounaise à l'élection présidentielle dans le cadre d'une coalition des partis politiques de l'opposition. Comment est-ce qu'on va maîtriser ce primaire-là, ces élections primaires-là? Quel instrument on va utiliser? Si on parle de vote populaire, dans le vote populaire, il y a aussi les militants et sympathisants du RDPC et les membres du parti au pouvoir. S'ils viennent voter massivement un candidat dont ils estiment, donc comme pour dire que les critères doivent être clairement définis, mais pour l'instant, les partis politiques membres de la coalition du MRC, de l'APC, portent Maurice Kamto. Pour terminer. Porte Maurice Kamto, ça ne souffre de rien. La mémoire collective se souvient encore des élections locales de 2020, où il y a eu tout un branle-bas, mobilisation des candidats internes, mobilisation des électeurs, constitution des dossiers, mobilisation des fonds pour payer éventuellement ce qu'il y avait à payer en termes de contribution pour être inscrit comme candidat. La caution, voilà. Et puis à la dernière minute, le président Maurice Kamto annonce que le MRC ne va pas aux élections. Quelle garantie avez-vous pour 2025 que Maurice Kamto sera effectivement présent à l'élection présidentielle de 2025? Je veux dire qu'on peut faire tout ce tralala si vous parcourez les 10 régions et ainsi de suite. Les élections souvent en octobre. Et au soir de la veille de l'élection, Maurice Kamto dit il n'est pas partant. Quelle garantie avez-vous que cette fois-ci,
c'est vraiment le bon pénalty qui sera tiré. C'est dit plus tard. Garantie, nous avons que Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. La garantie que nous avons, c'est celle du peuple camerounais. Maurice Kamto œuvre pour le peuple camerounais. Maurice Kamto est un serviteur du peuple camerounais. C'était le cas en 2020. Je vous ai dit tout à l'heure que le contexte de 2020 n'est pas le même que celui de 2025. Et nous assumons, en passant, nous assumons la décision de 2020 qui nous a amené à boycotter l'élection présidentielle et l'élection municipale et législative de février. On ne regrette pas cette décision. Et seul l'avenir nous dira si nous avions eu raison ou pas. Et donc, Maurice Kamto, Monsieur Dipita Tongo, je vous le dis, droit dans les yeux et droit dans les yeux des Camerounais qui me suivent, sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est une danse qu'on a déjà exécutée. C'est une évidence naturelle. C'est un impératif catégorique. Cela ne dépend pas de Maurice Kamto. Lui-même, le président, est en train de me suivre pendant que je parle. Cela ne dépend pas de Maurice Kamto. Mais ça dépend du peuple camerounais. Et Maurice Kamto n'est pas au-dessus du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui est patron de Maurice Kamto. Le peuple camerounais lui avait-il demandé en 2020 de faire marche arrière? Nous avons demandé cela parce que c'est une décision a demandé que nous représentons dans le cadre des militants et sympathisants du parti. Le peuple camerounais vous a mandaté par quel moyen? Le MRC, c'est militants et sympathisants qui font partie du peuple camerounais. Alors, disons une partie du peuple. Je prends un cas. D'accord. J'ai une famille nombreuse. Je suis dans le MRC, membre du directoire du MRC et dans le présidium du parti. Ok. Si je prends une décision collégiale avec mon parti, elle engage ma famille, parce que ma famille me soutient. À partir de cette démonstration, je vous dis donc que la décision de ne pas participer à l'élection municipale était collégiale avec Maurice Kamto. Votre voisin a sa famille qui ne vous soutient pas forcément. Mais c'est pour ça que je dis que nous sommes des représentants du peuple dans le cadre de notre militantisme. D'accord. Okay? Et c'est nous qui avons refusé de participer à cette élection. Et d'ailleurs, le taux de boycott était de combien? C'est l'un des taux de boycott les plus élevés que notre pays n'a jamais connu pour la participation à une élection municipale législative. Cela traduit le fait que le peuple camerounais avait répondu favorablement à l'appel du MRC de boycotter cette élection-là. D'accord. Mais cette fois-ci, nous irons. Pierre-Emmanuel Bignam, on vous prendra au mot sur ce rendez-vous que vous donnez aux Camerounais. Oui, nous allons veiller à ce que cela soit fait. Nous n'allons pas trahir les Camerounais et nous ne les trahirons jamais. Merci infiniment de vous être arrêté ici 90 minutes durant pour échanger avec nous et surtout nos téléspectateurs sur les questions d'actualité nationale et bien au-delà et aussi de votre parti politique. Merci, c'est à moi de vous remercier, M. Dipita Tongo et la chaîne STV qui a toujours œuvré aux côtés non seulement des partis politiques de l'opposition, la société civile, pour la promotion de la démocratie dans notre pays. Je n'ai pas vu le temps passer, je suis même surpris qu'on ait déjà épuisé de notre temps. Et je remercie également tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et invite les Camerounais à faire confiance au mouvement pour la renaissance du Cameroun et à son candidat, le président Maurice Kamto, afin qu'ensemble nous puissions aller à la conquête du pouvoir cette année pour enfin espérer sortir notre pays du chaos et le positionner sur la voie du développement durable et de la prospérité. Entretien avec comme invité ce jeudi Pierre-Emmanuel Bignam, secrétaire général adjoint du MRC, chargé de la communication. Merci, bonsoir et à jeudi prochain.